Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc on voit que le sujet passionne parce qu'effectivement il y a un petit peu de monde. Donc l'idée aujourd'hui c'était qu'on puisse voir effectivement comment espérer en tout cas performer en SEO à l'ère de l'IA, les changements que ça va avoir, même si on n'a pas forcément toutes les réponses, on a quelques bribes de retour d'expérience. Et justement aujourd'hui l'idée c'est qu'on puisse discuter avec Gaël, qui est Bonjour à Senior tous. Content Manager chez SkillUp, et Selma, du coup, que vous connaissez, qui était CMO chez SkillUp à l'époque et qui est maintenant CRO chez Agorapulse, pour voir un petit peu justement comment est-ce que eux ils avaient construit la stratégie SEO chez SkillUp et les résultats que ça a pu donner justement avec les évolutions liées à l'IA. Donc bon, peut-être juste avant qu'on commence vraiment, mesdames, si vous voulez vous représenter en quelques mots, s'il vous plaît. Je commence. Donc, Oui. Gaëlle, je suis arrivée chez SkillUp. Bon, alors déjà, j'ai un petit background dans la HR Tech. Ça fait 7-8 ans que j'évolue dans ce secteur-là, spécialisée en content. J'ai rejoint SkillUp en septembre 2023, donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Et quand je suis arrivée, il n'y avait personne aux commandes. Selma venait d'arriver et de créer l'équipe marketing, donc il y avait tout à construire à ce moment-là. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc, moi, c'est Selma. Ça fait une vingtaine d'années que je fais du marketing sous une forme ou une autre, toujours dans la tech, dans différents secteurs d'activité. Et comme Gaëlle va vous le raconter, donc on a en effet rejoint SkillUp toutes les deux il y a 2 ans à peu près. Et il s'est avéré que la stratégie SEO qu'on a mise en place s'est avérée être un game changer pour l'IA aussi. C'était pas du tout prévu à la base parce que l'IA était vraiment assez balbutiement. Donc, on va pouvoir vous raconter un petit peu les prémices, justement tout ce que Gaëlle a fait, les choix qu'on a pu mettre en place et ce que ça a donné. Yes. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, enfin, même un petit peu vraiment avant de parler en détail de la stratégie SEO que vous avez mise en place, et depuis l'avènement de ChatGPT, comme tu l'as dit, Selma, c'est pas mal développé du coup depuis 2 ans. Il y a pas mal d'annonces avec Google AI Overview aussi qui a été lancé aux US et qui va arriver en France cette année. Donc, avant de rentrer dans le détail sur l'adaptation de la stratégie SEO, quels sont les changements déjà que l'IA ça apporte dans la façon dont dont les prospects recherchent de l'information, du coup dans les comportements de recherche? Gaël, si tu veux peut-être commencer. Oui, au Ouais. niveau des comportements de recherche, on observe différentes choses. Il y a déjà la manière dont tu recherches aujourd'hui sur Google est différente. Il y a beaucoup de vocales. Les gens parlent à leur téléphone et conversent avec lui finalement pour faire une requête. Il y a ce premier changement qui arrive. Et maintenant, effectivement, il y a de plus en plus de requêtes sur les outils d'IA générative avec des réponses qui sont très différentes de celles apportées par Google. Donc, il y a ces deux grosses tendances, en fait, qui impactent le SEO à différents niveaux, chacune d'entre elles. Mais c'est deux choses qu'on observe depuis quelques années qui révolutionnent vraiment la façon dont on doit travailler et appréhender les choses. Ok, ouais, donc tu l'as dit, effectivement, il y a la façon dont les requêtes sont formulées, l'endroit où elles vont être faites, parce que du coup, effectivement, dans ChatGPT, dans Perplexity, il y a des recherches qui vont être faites. Du coup, ça absorbe une partie qui aurait dû être du trafic qui aurait dû être fait sur Google. Et puis, Tout il y à a fait. effectivement aussi, du coup, dans la SERP, je disais AI Overview, là, qui va arriver, où on va même avoir les moteurs de recherche qui vont directement générer les réponses dans la SERP, quoi. Oui. Tout à fait. Les réponses s'opèrent effectivement sous format soit d'extraits enrichis qui sont pris directement sur le site, soit c'est des intelligences artificielles embarquées directement dans Google, par exemple, qui produisent la réponse en résumant le contenu, effectivement. Donc, le pendant de ça, c'est que l'internaute qui a sa réponse directement ne va pas cliquer sur le contenu, donc chute du SEO organique, mécaniquement. Et je pense que c'est ça le changement principal, qui est qu'avant, on cherchait des liens pour aller s'informer. Maintenant, on veut avoir une réponse. Et en fait, ça a l'air vraiment stupide, mais ça change complètement le comportement. Parce que ce qu'on va aller rechercher, c'est pas vraiment l'exhaustivité de l'information, c'est une réponse très précise à une question très précise. Ouais, et du coup, effectivement, les critères pour ranker, certainement, ils vont varier un peu. D'autant que ça va, Gaël, tu le disais, il y a le taux de clic vers les sites internet va chuter parce que du coup, il va y avoir les réponses. Et donc, l'enjeu, ça va être comment est-ce qu'on peut figurer dans ces réponses, dans ces sources. En tout cas, voilà. Donc, pour comprendre un petit peu justement comment adapter la stratégie SEO à ces nouveaux comportements, j'allais dire, je voulais rentrer un petit peu dans le fonctionnement de l'outil, mais je sais qu'on en a parlé un petit peu quand on préparait cette masterclass. C'est quoi les 3 rôles de l'IA, du coup, dans la façon dont c'est utilisé? Et justement, bon, après, on verra comment ça s'applique derrière aussi, quoi. Allez, Selma. Je ne sais même plus ce que je vous avais dit quand on avait fait le call de prépa, mais en bref, tu vas te vouloir soit une réponse à une question qui est très précise. Tu te poses une question, et c'est assez marrant parce qu'en ce moment, on voit l'essor de la gestion des vacances, des parcours de vacances sur l'IA, justement grâce à ça, parce qu'il y a trop d'informations et qu'on a besoin de réponses extrêmement claires et précises et pas de se farcir des pages de blog. La deuxième chose, c'est de la rédaction. Donc, en effet, c'est écris-moi quelque chose qui permet de faire ça.
Et le troisième, ça va plutôt être de l'enrichissement ou de la correction, qui va être en effet, je te fournis un contenu et je vais attendre de toi que tu l'améliores. Et ça, on le voit beaucoup dans les cas de localisation. Un exemple tout bête, c'est là on hésite, enfin on n'hésite pas d'ailleurs, on va embaucher un PMM, et le PMM, sa langue native n'est pas l'anglais, alors qu'il doit produire beaucoup en anglais. Et avant, ça aurait été un bloqueur, parce qu'encore une fois, tu attends que l'anglais soit parfait. Maintenant, mais je n'ai rien à faire, parce que tu me passes dans le chat GPT, tu fais corrige-moi, refais-moi une version plus propre, et hop, c'est bon, ça sort. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est que des compétences qui étaient clés avant dans des métiers de production de contenu ou de traitement d'information deviennent complètement accessoires. C'est ça, voilà, l'IA, c'est un assistant productivité, effectivement, et aussi un assistant métier sur certaines choses, en fait. Mais du coup, alors justement pour rentrer donc dans la partie stratégie SEO, donc on le disait chez Skillup, bon, le SEO, c'était pas forcément un sujet que IA, en tout cas par rapport à la stratégie. Mais vous avez constaté au final qu'elle s'adapte finalement plutôt bien aux changements qui sont arrivés, dont on a parlé juste là, par rapport du coup au changement des comportements. Comment est-ce que vous avez construit du coup cette stratégie SEO? Et après, peut-être dans un second temps, qu'est-ce qui fait selon vous que justement les résultats sont bons par rapport aux changements qui ont été apportés? Ok, alors création de la stratégie SEO. Donc, quand je suis arrivée en septembre 2023, un blog existait, mais avec des contenus qui n'étaient pas optimisés, qui n'étaient pas produits par des experts, pas structurés pour le SEO en termes de balisage, etc. Enfin voilà, il y avait vraiment un gros chantier à mettre à plat. Donc, l'idée, déjà, avant même de commencer à écrire des contenus, c'était d'arrêter la stratégie, de dire à qui on parle, comment on va leur parler et qu'est-ce qu'on va leur dire. Il s'agissait d'établir une prise de parole qui soit cohérente sur tous nos canaux de communication. Donc, pour ce faire, il y a eu des ateliers en amont de mon arrivée avec Selma et l'équipe dirigeante, ce qui est important à souligner puisque c'est bien que tout le monde soit aligné sur les messages à faire passer, qui ont déterminé notamment des piliers de contenu. Donc, chez Skillup, on a défini 3 piliers de contenu. Quels sont les 3 thèmes autour desquels Skillup va s'exprimer? Si on n'a rien à dire sur un de ces 3 sujets, c'est qu'on ne doit pas prendre la parole parce qu'on est à côté de la plaque, en fait. Donc, nous, on a donc un SIRH de gestion des talents. Donc, nos 3 piliers, logiquement, étaient orientés autour de ça. Donc, les 3 piliers qui avaient été définis à l'époque étaient la libération des RH, le côté moins de charges administratives, pour se concentrer sur le cœur de métier. La seconde était orientée sur l'engagement collaborateur. La gestion des talents, c'est bien l'idée qu'un collaborateur s'implique dans son métier pour gagner en performance. Et le dernier point était plus orienté autour de la data, la création de valeur, comment le RH en fait allait pouvoir exploiter la donnée intelligemment pour avoir un impact. L'impact RH qui devient notre angle stratégique pour cette année 2025. On approfondit celui-ci. Donc voilà, on avait nos 3 thèmes. De là, on a défini toute une liste de mots-clés, de vocabulaire, de wording et la manière dont on voulait se positionner sur ces sujets. En quoi notre solution et notre offre allaient alimenter le RH autour de ces sujets-là. Ensuite, pour la création des contenus en eux-mêmes, on a cadencé ça de manière temporelle. Donc, on a 4 produits, un dédié aux entretiens, à la formation, aux compétences et à la people review. On a divisé l'année en trimestres, en quarters, et chaque quarter, l'objectif premier, c'était de construire une pillar page alimentée de contenu autour de produits, en respectant toujours ces piliers de contenu. Donc, premier quarter, c'était la pillar entretien, deuxième quarter, la pillar formation, et ainsi de suite, ce qui permettait d'avoir une couverture assez large de nos sujets et une cohérence sémantique avec un maillage interne assez fort. Je pense que ce qui est extrêmement important de noter, c'est que ça, c'est fondamental. La création de piliers et non pas de campagne est à la base d'une bonne stratégie de SEO pour les IA. Pourquoi? Parce que dans une stratégie de campagne, on va produire donc pendant un trimestre plein de contenu pour une cible, et après on va passer à une autre cible, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on va laisser vivre plein de contenus qui peuvent être obsolètes ou avec justement des sous-positionnements qui vont changer et qui ne vont pas être adaptés à notre positionnement à nous, corps. En fait, si jamais vous vous dispersez, ça va être très compliqué pour une IA d'identifier là où vraiment vous êtes fort, parce qu'encore une fois, vous aurez peut-être un article sur chacun des sujets que vous allez traiter. Et c'est très peu. En fait, ça ne nous permettra pas vraiment de sortir et d'avoir un positionnement, encore une fois, qui est fort, qui est compréhensible et réplicable par une IA. Donc, ce côté d'avoir vraiment ces piliers qu'on renforce, donc Gaëlle vous a parlé de la première année, mais l'année 2, ça a été aussi de renforcer encore ces piliers, permet déjà, d'être une autorité très forte sur ces sujets, puisqu'encore une fois, on a beaucoup de contenu associé à un sujet qui est très précis, et donc on remontera très bien, parce qu'on a beaucoup de choses à dire dessus. La deuxième chose, c'est une question d'obsolescence de contenu. Les IA vont vous pénaliser si vous avez du contenu qui est obsolète, tout simplement parce qu'eux ne le verront pas et vont le display de la même façon que quelque chose qui est à jour. Donc, si par exemple, il y a une feature que vous n'aviez pas il y a quelque temps et vous avez fait une sorte de workaround pour éviter d'en parler, et ben, ça va vous retomber dessus lorsqu'il y aura la demande faite à l'IA.
Non, j'allais rebondir effectivement ce sujet de up-to-date, de contenu à jour. Et j'avais vu qu'effectivement, de ce que je voyais aussi, moi, c'était effectivement quelque chose qui était très important pour les IA, et notamment aussi d'aller forcer potentiellement les réindexages quand il y a des pages qui sont mises à vue, mises à jour, pardon. Donc, dans ce que vous dites, donc ces gros contenus, ces grosses pages piliers que vous avez du coup enfin, alimenté, on va dire, en contenu sous différents formats derrière pour aller traiter le sujet sous les différents angles. Est-ce que vous avez travaillé sur des formats particuliers? Est-ce qu'il y a des formats particuliers qui fonctionnent bien par rapport à l'IA aussi aux façons dont les requêtes sont formulées? Enfin, Gaël, je ne sais pas du coup si tu avais prévu de détailler un petit peu aussi. En fait, l'idée, c'était d'avoir des contenus qui couvraient tout le funnel marketing finalement, donc autant de top of funnel que bottom of funnel. Ça va se matérialiser sous la forme d'articles de blog, d'e-books, de ressources à télécharger, de templates. Ça peut être des prompts IA, donc des formats variés, des vidéos. On n'en a pas trop, là on est en train de mettre l'accent sur ça parce que c'est un format qui marche bien. Mais non, une grande variété de contenus qui donnent de l'information superficielle jusqu'à de l'information très approfondie pour vraiment adresser tous les types de visiteurs et tous les types de requêtes. Il y a des choses qui marchent particulièrement et qui sont du coup recommandées. La première, c'est tout ce qui va comporter des chiffres, de la donnée marché ou du témoignage, en gros des informations qui ne peuvent pas être générées par l'IA et qu'il va falloir qu'il aille récupérer quelque part. Donc tous les contenus que vous avez qui produisent ça, n'hésitez pas, encore une fois, à dupliquer les formats qui ont ces informations qui sont vraiment extrêmement précises. La deuxième chose, c'est de produire des contenus qui sont des réponses claires à ce que des internautes peuvent se poser comme question. Donc, par exemple, comment faire mon reporting RH? Hop, si vous avez déjà un tableau de reporting RH, bah, encore une fois, ça va simplifier la vie puisque c'est mettable en source par l'IA. Ouais, ça, j'allais dire, ça, c'est effectivement, c'est un des sujets par rapport à ce que vous disiez avant, c'est que dans les comportements de recherche, on va beaucoup plus que des mots-clés, on va chercher des questions maintenant, donc des formulations qui sont assez longues. J'allais dire, on pourrait parler de longue traîne, mais c'est ça, des formulations qui sont assez longues, des questions assez longues, et du coup, on va plutôt chercher à construire les contenus pour répondre à des questions précises que optimiser pour des mots-clés, c'est ça? C'est vraiment ça. Ok, et donc dans les structures dans les contenus que vous avez créés, on en parlait, effectivement, vous avez observé que ça sortait plutôt bien, j'allais dire, à la fois dans les réponses générées par l'IA, enfin, du coup, pardon, je me suis un peu perdu dans ma question. J'allais dire, dans les contenus générés par l'IA, enfin, qu'est-ce que vous avez observé du coup par rapport à ces comportements-là, par rapport à la réaction? Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de chercher. Il y a les gens qui vont chercher des listes d'outils, et donc c'est un peu les listicles, quoi. Donc l'idée, c'est d'être bien placé là-dedans pour pouvoir sortir dans ces listicles. Et puis après, il y a aussi, c'est ce qu'on disait dans la génération de réponses, le fait d'être cité parmi les sources, en fait, de voir son texte repris dans les réponses générées par l'IA. Ouais, en fait, tu vas pouvoir être sourcé par une IA si tu as une bonne autorité de domaine. C'est-à-dire que si tu es cohérent, tu as un site riche, tu as un site actualisé avec des auteurs qui sont reconnus, une vraie expertise, une vraie valeur ajoutée. Il faut vraiment avoir ces ingrédients-là. Et effectivement, le SEO, c'est un chantier continu finalement. Tu peux pas produire du contenu et ensuite le laisser dormir. Il va vieillir et l'IA va s'en rendre compte. Donc, c'est important de continuer à alimenter et surtout de remettre à jour. Encore une fois, le maillage interne est très important pour voir que tous les sujets parlent de la même chose. Ensuite, pour ta question propre à quel est le meilleur logiciel, on avait évoqué un piège en préparation avec Selma où effectivement, selon la manière dont tu structures et tu te positionnes, tu n'auras pas forcément la bonne question, ou lui en tout cas de l'interprétation qu'il va en faire. Typiquement, quel est le meilleur outil de gestion des talents? Alors attention, quelle est l'intention derrière? Si c'est la gestion des talents de A à Z, dès le recrutement jusqu'à l'offboarding du salarié, SkillUp, par exemple, n'investit pas tous ces domaines. SkillUp va se concentrer sur l'expérience du salarié en poste. Donc là, on ne va pas ressortir dans la réponse. Donc attention aussi à la manière dont on se positionne sur nos contenus, puisque tu peux passer entre les mailles du filet et ne pas être cité en référence finalement par rapport aux critères que l'IA a. Et ça va remonter 2 points. Le premier, c'est qu'en fait, la crainte principale quand tu utilises des IA pour justement rédiger de l'information, c'est la qualité et la pertinence de cette information. Donc, être capable d'être dans les sources, je pense que c'est ça le positionnement ultime SEO IA. C'est pas tant d'être utilisé pour faire le contenu, mais d'être utilisé en tant que référence. Parce qu'encore une fois, ce qui va beaucoup rassurer, c'est d'utiliser ces références et du coup, ça va être visible et des liens vers ton site et blablabla. Enfin bref, je ne ferai pas l'histoire. Donc ça, c'est très important. Et pour en revenir avec ce que tu dis, il va commencer à être de plus en plus pertinent de s'associer avec les autres de façon à montrer qu'on a une connaissance très profonde d'un marché. Pour revenir à l'exemple de Gaël, donc ce qu'on avait fait, nous, c'est qu'on avait fait en live avec Axel une petite requête ChatGPT en mode quel est le meilleur logiciel de gestion des talents, et on n'était pas ressorti. Donc hyper vénère, j'avais demandé pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ressortir SkillUp. Et la réponse c'était parce qu'une bonne solution de gestion des talents couvre aussi le recrutement, chose que ne fait pas SkillUp.
Ok, donc maintenant la vraie question, c'est de se dire, ok, si on veut remonter sur cette requête, parce qu'on sait, et le SEO justement nous prouve que c'est la bonne requête sur laquelle on veut remonter aussi sur les IA, comment est-ce qu'on doit écrire notre information de façon à, pas fake, mais être considéré comme faisant partie des logiciels de gestion des talents. Point. Donc ça peut être en effet du partenariat avec d'autres personnes qui vont écrire des contenus sur votre blog, quelque chose que fait beaucoup Gaëlle aussi, qu'elle pourra vous dire, ou des sites neutres sur lesquels vous pouvez aller fake un petit peu ce que vous faites. Ouais, et peut-être effectivement, c'est ce que tu dis. Enfin, typiquement, si on tape logiciel de gestion des talents, ou j'allais dire logiciel de marketing automation ou des trucs comme ça, il y a des sites qui font des listicles en fait de différentes solutions. Donc, essayer d'aller obtenir une occurrence, un placement dans ces sites-là qui potentiellement vont servir de source aux IA, c'est un des enjeux par rapport. Enfin, c'est un peu ce que tu disais du coup, ressortir dans ces listes d'articles-là pour pouvoir être cité dans les ressources de ChatGPT, quoi. Enfin, dans les réponses en tout cas. C'est vraiment la base. D'ailleurs, beaucoup l'ont compris parce que maintenant ils font payer ta place dans le classement. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas de l'argent gaspillé. Entre un annuaire et justement un site comparateur de ressources, je prends le site. Une petite réserve, moi. Ça, pour moi, c'est utile pour les requêtes SERP. Pour l'IA, c'est beaucoup plus flou parce qu'on n'arrive pas encore à comprendre comment l'algorithme fonctionne. Il va sourcer des choses. J'avais vu un article sur le sujet d'un créateur qui disait que c'est les contenus remontés les plus vieux et pas forcément les plus forts. Enfin, il ne comprenait pas quand il posait des questions sur lui-même dans l'IA pourquoi ça allait sourcer certaines informations et pas d'autres. A priori, le système n'a pas encore été craqué. On commence à identifier des bonnes pratiques, de la dire j'ai tout compris, je vais vous expliquer. Non. Non, clairement pas. Surtout qu'encore une fois, si on revient sur le SEO, Google, il a quand même fait un algorithme assez fort pour expliquer pourquoi telle page doit être vue avant telle autre. Aujourd'hui, ça n'existe pas sur l'IA. C'est juste, en fait, on lui a donné à manger plein de choses et il va reprendre de l'information là où il la trouve la plus accessible ou la plus proche de ce que va demander l'internaute. Mais on n'a pas ce système, enfin, peut-être que ça va arriver d'ailleurs, on n'a pas encore ce système de scoring. Ou alors, Non. Oui, ça viendra peut-être avec l'expérience en tout cas du coup. Mais alors du coup, par rapport je reprends un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Gaël, par rapport à l'optimisation du coup des contenus pour l'IA. Oui. Quels sont les critères qui ont de l'importance ou en tout cas les choses que vous avez poussées j'allais peut-être. T'as parlé de maillage interne. Selma, elle parlait effectivement de l'autorité aussi, donc il y a peut-être du maillage externe vers des sites d'autorité. Est-ce qu'il y a, tu as parlé de contenu, vous avez parlé de contenu témoignages, chiffres clés, donc des choses qui sont pas générables qui peuvent pas être générées par l'IA. Donc, en gros, comment est-ce qu'on optimise un contenu pour l'IA? Est-ce qu'il y a des points techniques sur lesquels faire attention? Et après, du coup, bon, tu l'as dit, dans la qualité du contenu pour optimiser ces chances-là. Alors déjà, en introduction, je préciserais qu'on n'a pas construit notre contenu pour l'IA, c'est qu'on a eu de la chance que ça fonctionne bien avec l'IA, parce que finalement, les règles ressemblent beaucoup à celles des moteurs de recherche. Donc, si on en revient au pilier du SEO, c'est quoi? C'est contenu, technique, popularité. Le contenu, c'est effectivement la qualité de ce que tu donnes à manger, à lire, à boire, enfin, voilà, à ton visiteur ou à ton auditeur en tout cas. Ensuite, technique, c'est les bonnes règles, les bonnes pratiques, le bon nombre de mots, le bon balisage, mettre des références haltes derrière des images, enfin, le champ lexical qui va être utilisé dans l'article, le maillage interne, effectivement, et popularité, on se parle des backlinks. Au-delà de ça, visiblement, l'IA auditerait aussi un point qui est l'expérience utilisateur sur le site, finalement, c'est-à-dire le temps passé à consulter les différentes ressources, etc. C'est ce qui se dit. Encore une fois, personne n'a craqué le code. Mais voilà, il y a ce sujet-là et l'autorité de domaine qui fait aussi qui sont les signataires des articles. Alors ça, c'est quelque chose, effectivement, nous, on gagne à progresser, mais que l'IA puisse identifier que ce soit des véritables experts qui interviennent, a priori, ça serait valorisé. Parce qu'effectivement, si l'IA se met à ressortir des contenus qui ont été produits par une IA sans aucune intervention humaine, elle se décrédibilise toute seule. Donc attention à la potentielle pénalité, que ce soit de l'IA ou des moteurs de recherche, pour des contenus 100% faits par des bots où il n'y aurait aucune intervention humaine, qui n'apporterait pas de valeur ajoutée, pas d'insight, et qui, à très court terme, pourrait déjà être pénalisé. Okay. Donc ça, ce que tu dis, pardon Selma, mais du coup, je rebondis là-dessus, mais ce que tu dis, c'est qu'en fait, donc potentiellement, tu peux utiliser une IA pour t'aider à construire tes contenus, mais il faut que, bon, évidemment, l'expertise humaine pour un contenu qualitatif, et tu dis qu'en plus, ça peut être intéressant d'utiliser justement, signer les contenus, peut-être créer des pages de bio sur les auteurs, Oui. pour effectivement jouer cette autorité-là, quoi. Oui, pour prouver qu'effectivement, avec un lien vers la page LinkedIn, pour qu'on montre, voilà, il y a vraiment un humain derrière qui a son point de vue, qui a son expertise et qui la partage dans le cadre de ce contenu.
Je fais juste un truc, c'est quand on vous dit que pour nous ça a marché, on va peut-être définir ce que ça veut dire ça a Ouais. marché. C'est qu'on s'est rendu compte en décembre de l'année dernière, parce que justement c'est à ce moment-là que les trackings ont été mis en place sur les sources et autres, qu'on avait 5% du trafic du site qui venait des IA. Sachant qu'on est sur une cible RH qui n'est pas forcément la plus au fait des tendances et modernes. Donc c'était un énorme win pour nous, surtout que c'était un trafic qui était plutôt qualifié pour le coup, qui convertissait plutôt bien. Ok, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on commence à voir arriver. Moi, je l'ai vu chez un client aussi, lead référeur ChatGPT. Donc, le trafic, effectivement, qui vient de l'IA, et c'est quelque chose qui devrait augmenter certainement quand ça va en plus se démocratiser encore plus, quoi. Il y a d'autres choses que tu voulais. Je sais t'avais parlé aussi potentiellement de la structuration des articles, avec le fait d'utiliser les sommaires, enfin de mettre des sommaires Exactement. en. Ouais. En fait, on va pas dire comme si on parlait à un enfant, mais l'IA, on va lui faciliter le travail. Donc effectivement, lui faciliter le travail, c'est lui faciliter la lecture et d'aller piocher la bonne information en fonction de la requête qui est opérée. Dans le sommaire, elle peut balayer effectivement, et après, cette histoire de questions, rentrer dans un contenu conversationnel. Donc si ton H2 est une question et qu'il y a la réponse en dessous, l'IA va facilement pouvoir lire ça et le sourcer. Donc, il faut penser à ce genre de choses. Après, il faut mixer les contenus qui sont soit courts et ciblés, soit experts et denses en fonction de la requête qui sera opérée par l'utilisateur pour pouvoir se positionner sur différents types de requêtes. Mais je pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est même si ton contenu il est long et dense, c'est vraiment qu'il soit extrêmement structuré. Plutôt que Oui, la fille sur 3 paragraphes pour répondre, non, c'est un paragraphe, une réponse, un paragraphe, une réponse, un paragraphe, une réponse. C'est c'est ça. précis. C'est de la pédagogie, en fait. Pédagogie à l'IA pour qu'elle puisse bien comprendre. Ouais, bah, au final, on retombe un petit peu quand même, enfin, j'allais dire sur les bonnes pratiques du SEO Oui, et les grandes tendances, c'est qu'au final, enfin, il y a quand même cette évolution dans le fait de chercher à optimiser plutôt pour des questions, du coup, donc oui. potentiellement avec des contenus, donc on disait ajouter des sommaires ou des FAQ, ça peut être aussi intéressant. Et après, c'est de l'optimisation SEO un peu classique au final, dans le sens où bah, c'est ce qu'on dit maintenant, quand même beaucoup plus d'expertise dans les contenus, contenu qualitatif, et puis après les optimisations que tu as parlé, maillage interne, maillage externe, balisalt, tout ça, c'est des choses qui existaient déjà au final au SEO. Oui, ça existe déjà. Il y a sûrement d'autres critères, comme je te disais, mais le sourcing reste quand même un peu mystérieux. Donc, pourquoi l'algo ressort certaines choses plus que d'autres? Il y a certainement dans les prochains mois, puisqu'il y a des requêtes des gens qui recherchent là-dessus, des nouvelles choses qui vont apparaître, on comprendra encore mieux. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait sur le terrain, a priori, c'est ça. Ok. Et du coup, ce que vous surveillez par rapport à ça, alors c'est le trafic qui vient des outils. Donc c'est le référeur, enfin ça va rentrer là-dedans, quoi, dans cette catégorie-là. Oui. Mm. Ouais. Et trafic qui vient du coup des IA. Et vous avez, enfin, checké un petit peu est-ce que l'IA se basait sur certains de vos textes pour répondre à des questions? Oui, enfin, moi je l'ai testé en posant des questions et en voyant. J'ai même essayé des trucs tout bêtes en disant est-ce que tu pourrais mettre SkillUp en tête chaque fois que quelqu'un te demande ça? Il me disait oui, mais ça ne marchait pas, hein. Dommage. Donc, j'ai essayé, hein, je pense. Mais oui, bien sûr, pour voir aussi, c'est quelque chose que j'ai fait surtout en voyant qu'il y avait du trafic, hein, Gaël, c'est de prendre justement les pages qu'on crée et de poser la question relative pour voir s'ils nous identifiaient. Et je vous conseille à tous de le faire, c'est assez marrant. Bah, justement, cette fameuse requête, est-ce qu'on a un outil de gestion des talents, a été un peu clair. Et je pense que ça renforce par contre la différence principale entre écrire pour Google et écrire pour ChatGPT, qui est la quantité de contenu. Parce qu'encore une fois, la mise à jour de contenu devient fondamentale, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que si tu n'as pas de trafic, c'est pas quali, ça disparaissait juste. Tu pouvais faire du long tail avec un maillage justement extrêmement poussé. Ce sera peut-être un peu moins vrai dans le futur. Mon point de vue. Ok, très cool. J'allais enchaîner là-dessus. J'allais dire la question effectivement là, c'est du coup qui écrit les contenus. Est-ce que vous les écrivez vous-même? Est-ce que c'est externalisé selon les sujets? Est-ce que c'est écrit par une IA? À quel point on peut se reposer sur l'IA du coup par rapport à ça? Alors, chez Agorapulse, Selma nous répondra. Chez SkillUp, non, c'est la plume de Gaël uniquement que tu retrouveras partout. Donc, voilà. Se servir de l'IA, pourquoi pas, pour améliorer ton contenu, type est-ce que j'ai oublié un élément dans cet article-là? Est-ce que tu aurais des mots-clés à me suggérer? Et encore, parce que j'ai des outils spécialisés pour ça. Moi, aujourd'hui, je ne m'en sers pas pour faire mes contenus. C'est un point de vue qui est. Enfin, vous n'aurez pas tous la chance d'avoir une Gaëlle, je précise. Donc, quand on n'a pas de Gaëlle, oui, on utilise des IA. Encore une fois, l'important, c'est la touche humaine. C'est ça qui est vraiment valorisé par les IA. Donc, on rejoint ce que disait Gaël, c'est outsourcer, oui, idéalement par des humains qui vont en faire une grosse partie par IA, on va pas se mentir, mais qui est toujours une touche humaine et idéalement de l'information qui est créée, c'est-à-dire, encore une fois, une citation, un chiffre, enfin vraiment de la donnée qui n'est pas juste du texte verbeux, en fait.
Donc, c'est un peu la limite que je mets. C'est utiliser l'IA, oui, mais montrer que ce contenu a des informations que les autres ne peuvent pas avoir, ça, pour moi, c'est plus important. C'est ça fait la différence. Ok, très cool. Ben, merci beaucoup du coup pour votre retour d'expérience.